Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tag qui aurait dû arriver sur la chaîne un petit peu plus tôt. Mais bon, comme vous le savez, je ne suis revenue sur Booktube qu'il y a peu de temps. À l'heure où je tourne cette vidéo, je crois que ça fait à peine une semaine que je suis revenue sur Booktube. Donc je n'ai pas pu vous présenter cette vidéo pile poil à la moitié de l'année. Mais bon, on est encore au mois de juillet donc ça passe, on va dire. Il s'agit du Mid-Year Freakout Book Tag. Je me concentre toujours pour le dire parce que j'ai tendance à inverser des mots. Donc c'est un tag qui passe beaucoup sur Booktube. Moi je l'ai beaucoup vu passer cette année, même plus que l'année dernière je pense. L'année dernière je vous l'avais présenté. C'était à peu près au moment où j'ai commencé d'ailleurs à un petit peu déserter YouTube. Ce qui fait que du coup ça fait un an que mes lectures vous les suivez un petit peu par-ci par-là, on va dire de façon vraiment très sporadique. Donc l'idée là c'est de vous présenter mon début d'année 2022 en lecture, donc les 6 premiers mois de l'année, comment ça s'est passé. Je vais vous faire un petit point statistique, quelles ont été mes meilleures lectures, mes plus grosses surprises, mes déceptions, ce genre de questions. Je vous mettrai d'ailleurs toute la liste des questions dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous avez envie de le reprendre. Je ne saurais pas vous dire qui a proposé ce tag en premier, je ne sais pas du tout quel est le créateur qui a fait ce tag. Donc voilà, je pense que vous pourrez trouver cette information par vous-même dans d'autres vidéos. Je pense que ça vient de la sphère anglophone à la base, hein, vu le nom du tag. Donc voilà, l'idée c'est que là je vais vous présenter un petit peu mon début d'année 2022. Ça va me permettre de vous présenter des titres que du coup je n'ai pas encore présentés sur la chaîne puisque je n'étais pas présente. Et il y a vraiment de belles pépites, tout simplement parce que mon début d'année 2022 en termes de lecture est juste incroyable. J'ai fait des lectures absolument génialissimes. Je n'ai eu que très peu de déceptions, ça a même été assez compliqué de trouver une déception dans la liste pour faire le tag. Mais voilà, je vais pouvoir vous présenter pas mal de beaux titres dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais peut-être commencer par un petit bilan statistique. Donc j'ai préparé la petite vidéo sur mon téléphone, donc je récupère ça. Donc là je vais vraiment me concentrer sur les 6 premiers mois de l'année, donc on va dire que les statistiques s'arrêtent au 30 juin. On ne compte pas tout ce qui s'est passé au mois de juillet à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc sur les 6 premiers mois de l'année, j'ai lu 88 livres, à savoir que j'ai lu beaucoup de graphiques. Donc forcément, ça fait monter un petit peu la barre des lectures. Ça n'empêche que c'est un très beau score, je suis très fière de moi. Je crois que sur les 88, il doit y avoir à peu près une quarantaine de graphiques. Tout le reste, ce sont des romans. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Je vous mettrai un petit graphe par là qui vous donne un petit peu la répartition de genre parce que j'ai vraiment fait ça bien, comme vous pouvez le constater. J'ai lu un total de 25 118 pages, donc c'est pour vous donner quand même une idée du nombre de pages que ça représente. Je crois qu'on est sur une moyenne de 285 pages en moyenne sur toutes mes lectures, donc ça reste quand même des romans, ou en tout cas des livres assez conséquents, mine de rien. Mais à vrai dire, il y a eu des graphiques et il y a aussi eu le mois de février qui était le petit mois petite lecture qui a quand même bien fait baisser la barre puisque j'ai lu plein de petits romans de 150 à 250 pages. Forcément ça fait baisser la barre. Mais à contrario, j'ai aussi lu des bonnes pavasses. Donc forcément voilà, c'est un petit peu équilibré, 285 je trouve ça assez bien. Donc je suis très contente de moi. On peut peut-être faire aussi un petit point sur mes challenges de l'année que je vous avais présenté dans ma vidéo Mes objectifs de 2022 je pense. J'avais tout d'abord un challenge qui est le challenge 12 mois 12 livres, donc c'est à dire que j'avais demandé à 12 personnes sur Instagram de me donner 12 titres à lire cette année en 2022. Sur ce challenge, attendez, je vais vérifier avec vous parce que j'ai un petit doute, je ne sais plus si je suis à 5 ou à 6. Je vais sur Instagram, j'ai fait une story à la une avec toutes mes petites lectures de ce challenge. 3, 4, 5... Oh aussi, j'en suis à 6. J'avais oublié la dernière lecture qui date de la semaine dernière. Donc j'en suis à 6 lectures pour 7 mois du coup pour le moment. Donc je ne suis pas si en retard que ça. Non, je ne suis pas si en retard que ça. Donc c'est pas mal, je suis plutôt fière de moi. Il va falloir que j'en lise un ce mois-ci pour continuer dans ma lancée. Et du coup j'avais 2 autres challenges. Il y avait le challenge que j'appelle mon challenge VO, c'est-à-dire lire un livre VO par mois. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai tenu mon challenge. J'ai lu un livre par mois en VO depuis janvier et j'en ai même lu 2 en avril puisque j'ai lu un tout petit, une toute petite nouvelle de 50 et quelques pages en VO. Ça compte quand même. Donc je dois y être à 7 livres en VO du coup à l'heure où je vous parle puisque j'ai pas encore lu mon livre du mois de juillet.
Et enfin, j'avais un autre challenge personnel, il me semble que j'en avais aussi parlé dans cette fameuse vidéo des objectifs. C'était de lire 3 titres. Si je ne m'abuse, j'avais dû dire Le Chant d'Achille, le tome 3 de Nevermore et le tome 3 de Broadway Limited. J'en ai lu 2 sur 3 pour le moment. J'ai lu Le Chant d'Achille et Nevermore tome 3. J'ai bon espoir de lire Broadway Limited rapidement. Nous verrons bien. Mais en tout cas, je suis quand même très fière de moi puisque mes challenges avancent bien. On va passer sur le tag maintenant puisque je pense qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon de ce qui s'est passé en termes de statistiques depuis le début de l'année. Et maintenant, il est l'heure de parler de titres qui m'ont vraiment enchantée depuis janvier. Donc pour ce tag, il me semble qu'il y a 12 ou 13 questions. Donc on va essayer de balayer un petit peu ça permet vraiment de voir une vue d'ensemble de ce que j'ai pu lire en ce début d'année. Et notamment, j'ai vraiment essayé de mettre en avant des superbes lectures que j'ai pu faire, parce que c'est quand même un peu le but, j'ai pas envie de vous parler que de livres que je n'ai pas aimés, parce que je vois pas trop l'intérêt. Et bien sûr, on va commencer avec ma meilleure lecture depuis le début de l'année, qui a été une question, évidemment, à laquelle j'ai eu du mal à répondre, puisqu'en fait, depuis le début de l'année, je n'ai eu pas moins de 5 coups de cœur, je crois, vraiment des lectures qui m'ont emportée. Quand je vous disais que c'était vraiment une bonne année, c'est vraiment une bonne année. Mais du coup, j'ai choisi de répartir ces 5 livres un petit peu partout dans les questions. Donc vous allez les voir au fur et à mesure de la vidéo. Mais le livre que j'ai choisi de mettre à cette place-là, c'est un livre que j'ai lu au mois de mars, que j'ai absolument adoré. C'est un gros coup de cœur. Il s'agit de La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Bon, déjà, l'objet livre est absolument sublime. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et c'est un livre que j'ai vraiment adoré parce qu'il aborde notamment la question de la différence et comment est-ce qu'on perçoit la différence dans notre société. On suit un homme qui vit sa petite vie tranquille dans une société que l'on pourrait assimiler à notre société, à notre planète, mais on comprend par certains éléments que ce n'est pas exactement ce que l'on connaît nous. Donc on suit cet homme qui a une petite quarantaine d'années dans mon souvenir, qui vit sa petite vie, qui travaille pour une commission, qui s'occupe des enfants un petit peu particuliers, donc qui vont visiter les orphelinats, et ces enfants particuliers ont des pouvoirs, ou en tout cas des différences qui font qu'ils sont parqués dans ces orphelinats. Et du coup, le rôle de cet homme, c'est d'aller les visiter sur place, de voir comment ils se comportent, comment les gens qui s'occupent d'eux. Et il doit après créer des rapports pour les envoyer à ses supérieurs. Sauf qu'au début de l'histoire, il va se retrouver à être envoyé sur une île un petit peu particulière. En tout cas, il s'en rendra compte au fur et à mesure de son travail. Une île, si je ne m'abuse, qui... ça a toujours un peu mal tourné, ou en tout cas, il y a tout un espèce de mystère autour de cette île. Et il n'a pas très envie d'y aller. Il y va un petit peu à reculons. Puis sa vie toute tranquille, toute rangée, il n'a pas envie de la quitter. Et il faut qu'il parte forcément pour visiter cet orphelinat. Donc on est vraiment dans une atmosphère qui est très particulière. J'ai trouvé que T.J. Klune avait réussi à instaurer une atmosphère et une ambiance très propre à son récit. Déjà rien qu'au tout début, quand on est à cette commission dans le bâtiment où il travaille, on a cette ambiance de tous les petits bureaux les uns à côté des autres, ce qui me fait un petit peu penser, alors je sais pas si vous aurez tous la ref, mais à Umbrella Academy. Vous savez quand 5 va travailler justement à la commission, ils sont dans une salle où il n'y a que des petits bureaux les uns à côté des autres. Et pour moi c'était exactement ça le début de La Maison au milieu de la mer céruléenne. Et en fait cette ambiance un peu grise, un peu morose, elle est hyper entraînante dès le début. Et après dès qu'on arrive sur l'île où est le fameux orphelinat, c'est juste de la bombe parce que on est vraiment sur plein de questions de société, on est vraiment sur le questionnement autour de l'identité, autour de la différence comme je le disais, et puis sur l'acceptation de soi. C'était une magnifique lecture que je vous recommande absolument. Elle m'a vraiment fait vibrer, on est sur des personnages extrêmement bien travaillés, des personnages qui sont attachants. Et je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais réellement je pense que c'est une lecture qui vaut la peine d'être découverte, à tel point que je l'ai acheté en VO, en me disant que peut-être si je la relis un jour, je la relirai en anglais. Mais vraiment c'était une pépite, et d'ailleurs j'ai lu un autre livre de T.J. Klune par la suite au mois de mai, cette fois-ci en anglais. Ça s'est bien passé, c'est un peu la même ambiance. Il s'agissait de Under the Whispering Door. Et c'était très bien aussi. Alors on n'est pas sur un coup de cœur pour cette deuxième lecture, mais honnêtement c'est aussi une très belle lecture avec, encore une fois, des très beaux thèmes abordés, notamment le thème du deuil. Et
réellement je ne peux que vous recommander ces histoires. Un petit avertissement néanmoins, je sais que La maison au milieu de la mer céruléenne a notamment fait l'objet de polémiques, notamment au niveau de l'inspiration de l'auteur par rapport à ces orphelinats. Donc je vous conseille de peut-être vous renseigner avant de le lire parce qu'il faut être conscient de ces problématiques avant de vous lancer. Mais en tout cas, il en ressort que cette histoire en elle-même est vraiment très très belle et que je vous la recommande. Ensuite, il faut que je vous parle de la meilleure suite de saga que j'ai pu lire cette année. Alors dans un autre challenge aussi personnel dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le challenge du continuer des sagas. J'ai plutôt été assez bonne dans continuer des sagas, mais alors complètement nulle dans le fait de ne pas commencer de nouvelles sagas. Parce que j'en ai commencé plein. Donc il faut vraiment que je vous fasse un bilan de mes sagas en cours. Je l'avais tourné mais au final ça me plaît pas, faut que je le refasse. Bref, vous aurez une vidéo de mes sagas en cours mais ça arrive. En tout cas, j'ai lu quand même pas mal de suites de sagas depuis le début de l'année. Et ça a été un petit peu compliqué aussi de trouver la suite de saga dont je voulais vous parler. Mais il y a une saga finalement qui s'est un petit peu imposée comme une évidence. On n'est pas sur une saga exactement, on est sur un diptyque. On est sur le diptyque Evil, je crois que c'est le nom de la saga complète. Donc c'est Vengeful et Vicious de V. Schwab. Donc pour la petite histoire, j'avais lu Vicious il y a peut-être 2 ans maintenant je pense. Et j'avais bien aimé, mais sans plus. En fait c'est un petit peu comme d'habitude avec V. Schwab, pour moi en tout cas. J'ai toujours tendance à apprécier bien ces histoires, à apprécier globalement ce qu'elle peut écrire, ce qu'elle peut proposer en termes de personnages. Mais alors, j'arrive pas à rentrer autant dans les histoires que je l'aimerais, en tout cas que tout le monde, puisque tout le monde adore V. Schwab, j'ai l'impression. Donc je suis toujours un peu déçue par ce que je peux lire d'elle. Et Vicious n'avait pas fait exception à la règle, un petit peu comme Shades of Magic que j'avais lu aussi, et La vie invisible d'Addy Larue. C'est bien, mais pour moi c'était pas transcendant. Après, comme j'avais lu aussi Shades of Magic et sa suite, je savais que j'avais tendance à plus apprécier les suites de saga puisque j'ai adoré Shades of Shadows et Shades of Light. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais lire Vengeful. On est encore une fois pas sur un coup de cœur, mais on est sur une histoire que j'ai trouvée plus aboutie avec des meilleurs personnages. Le postulat de base, on est quand même sur des personnages qui sont des anti-héros, on est sur des personnages qui sont vendus comme méchants et qui font un peu du mal autour d'eux. Et en fait dans Vicious, j'avais trouvé que finalement cet aspect-là était un petit peu surcoté en fait. On m'avait vendu vraiment des personnages méchants fondamentalement et alors franchement pas trop, j'avais pas trop trouvé. Mais en tout cas dans le tome 2 j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on a vraiment des personnages qui sont beaucoup plus torturés, des personnages qui peuvent avoir des comportements un peu plus répréhensibles, voire beaucoup plus répréhensibles. Et on a toute cette thématique du coup qui est abordée. Et franchement j'ai trouvé que c'était bien fait. Donc si jamais vous avez été un petit peu déçu par Vicious, je vous recommande quand même de continuer sur Vengeful parce que à mon sens il vaut vraiment la peine d'être lu. Il fait plus de 700 pages et je l'avais dévoré, je l'ai vraiment dévoré. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous hésitiez encore, foncez sur Vengeful parce que je trouve vraiment que c'est une suite de saga qui mérite d'être lue. Ensuite je vais vous parler d'une récente sortie que je n'ai pas encore lue. Alors je vais vous présenter une sortie VO. Je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, il y a beaucoup de récentes sorties que je me suis procurées et que je n'ai pas encore lues. Mais j'avais envie de parler d'un livre dont j'ai encore jamais parlé sur la chaîne, d'une auteure que je n'ai encore jamais abordée non plus sur la chaîne. Et il s'agit de Emily St. John Mandel, donc ici avec Sea of Tranquility. Je me suis procuré ce livre quand j'étais à Londres il y a 2 semaines. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir cet ouvrage dans le sens que j'avais lu son autre roman, l'un de ses autres romans qui s'appelle Station Eleven, il y a 5 ans maintenant, je crois que c'était en 2017. Et j'avais adoré Station Eleven. On est sur un récit post-apocalyptique. Il y a une épidémie qui a décimé la population. Et du coup on suit une troupe itinérante qui va jouer de la musique auprès des petites cités qui subsistent aux États-Unis. Donc le postulat était génial, d'ailleurs je m'en souviens très bien alors que ça fait 5 ans. C'est un récit qui m'avait vraiment beaucoup touchée, beaucoup... Je sais pas, j'avais vraiment ressenti une émotion très forte à la lecture de ce roman. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle avait sorti ce nouveau roman, j'ai foncé. Quand je l'ai trouvé en hardback à Londres, je me suis dit, c'est pas possible que je le laisse sur son étagère. Donc j'ai pris Sea of Tranquility. Et depuis, j'ai même vu plutôt sur Booktube, une chronique d'une booktubeuse anglophone dessus qui avait beaucoup aimé. Donc, j'achète. Je crois qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus contemplatif, avec peut-être une histoire de voyage dans le temps. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, c'est assez court.
donc je pense que je le lirai bientôt. Mais ça me fait vraiment très envie parce que je sais à quel point Emily St. John Mandel peut écrire des choses très belles et très fortes. Ensuite, il faut que je vous parle d'une future sortie que j'attends avec impatience, donc un livre que je ne me suis pas encore procuré. J'ai un petit peu hésité là-dessus aussi, mais mine de rien, je n'ai pas tant de lectures que j'attends dans la suite de l'année. Mais il y en a une quand même qu'il faut que je mentionne. Il s'agit de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Donc je vous mets la couverture par ici. Je crois qu'il sort en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous allez le voir dans la suite de la vidéo, mais j'ai découvert Becky Chambers cette année. Enfin, j'ai continué ma découverte, puisque je l'avais déjà découverte l'année dernière, mais à travers une nouvelle qui était Apprendre aussi par bonheur. Mais là, j'ai découvert le premier de ses romans. Je vous en parlerai juste après, mais j'ai vraiment adoré, donc je suis vraiment très impatiente de découvrir un autre univers qu'elle a pu créer, avec du coup cet ouvrage qui m'a l'air génialissime. On est sur, encore une fois, un récit un peu plus court, un petit peu comme Apprendre aussi par bonheur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et je pense que je me jetterai dessus à sa sortie. Alors là arrive la plus grosse déception. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai eu du mal à déterminer le titre que j'allais mettre pour cette catégorie. Mais j'ai fait globalement de très bonnes lectures depuis le début de l'année. Mais il y a quand même un livre qui m'a déçue, mais en fait ça m'a déçue parce que je suis tellement fan de l'auteur que bah forcément par rapport au reste de ses écrits, j'ai trouvé ça pas terrible. Il s'agit de Tourbé de mon amour de Pierre Bottero. Ne me jetez pas des pierres s'il vous plaît. Je sais, Pierre Bottero, je lui ai consacré une vidéo entière, c'est pour moi un des dieux de la littérature française. Mais je n'ai pas trop aimé Tourbé de mon amour. Je l'ai lu. Voilà, je l'ai lu. À peu près tout ce que je peux en dire. Non, sincèrement, je pense que c'est un livre qui est sorti il y a un sacré bout de temps maintenant. 2004, je crois. Et pour moi, ça a mal vieilli. Voilà. On est sur une histoire un peu d'amour entre deux jeunes et j'étais pas du tout réceptive à cette histoire. Et j'ai trouvé que le contexte dans lequel il avait placé son intrigue, qui est un contexte un petit peu de quartier populaire si vous voulez, je trouvais que c'est très cliché, que ça correspondait plus du tout à ce qu'on peut avoir maintenant. Enfin, j'étais pas du tout convaincue, voilà. Donc je suis désolée. Voilà, je pense qu'on peut dire que c'est ma plus grosse déception parce que j'aime tellement cet auteur qu'évidemment il y a un petit peu cassé la figure avec ce livre. Mais ça n'empêche que je continue à adorer Pierre Bottero, voilà, ne me prenez pas au mot non plus. Un livre que je n'ai pas aimé de lui, contre Le Pacte des Marchands, qui est un de mes tops de toute ma vie. Donc voilà. J'essaie de me justifier de pas avoir aimé du Pierre Bottero, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, il faut que je vous parle de ma plus grosse surprise depuis ce début d'année. Encore une fois, c'était difficile, puisque mine de rien, il y a pas mal de livres qui ont réussi à me surprendre. Mais je vais vous parler d'un autre court roman que j'ai lu au mois de février. Il s'agit de Sous-sol de Martine Pouchin, que j'avais reçu pour les éditions Sarbacane. Et alors, en fait, on nous vend un récit un peu post-apo, thriller, je sais pas trop à quoi m'attendre et honnêtement, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'on va trouver dans ce roman. On suit un huis clos, on est dans un monde apocalyptique où l'on sait que les gens ont dû se retrancher dans les sous-sols de leur maison car en fait la vie en surface n'est plus possible ou en tout cas est très dangereuse. On part de ce postulat là, donc on suit cette famille, on a un père, une mère et leurs deux filles dans le sous-sol de leur maison et au début du roman, voilà, on suit un petit peu leur vie, on comprend que les filles n'ont jamais vu la lumière du dehors, qu'elles ne connaissent que le sous-sol de leur maison. Mais en même temps, il y a des choses un petit peu étranges, on comprend pas trop le comportement du père, c'est très particulier. Et en fait, ce roman nous plonge dans une atmosphère qui est perturbante, assez malaisante, mine de rien. Surtout qu'il y a quand même pas mal de trigger warning. Honnêtement, c'est peut-être le truc qui m'a le plus estomaqué quand j'ai lu ce roman, c'est qu'en fait, on est sur un condensé de trigger warning. Voilà, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture dans le sens que je l'ai trouvée surprenante, je l'ai trouvée bien construite, on est sur une bonne fin, avec un bon retournement de situation, on comprend des choses à la fin, on se dit waouh, c'est fou. J'ai trouvé que c'était vraiment un roman qui était bien construit. J'ai mis la liste des trigger warnings dans mon post Instagram et dans mon commentaire livre addict. Peut-être que je les mettrai aussi dans la barre d'infos, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de trigger warnings, faut faire attention, mais c'était très surprenant et j'ai apprécié ma lecture. Donc je vous la recommande si vous sentez d'attaque pour ce genre de récit. En tout cas vraiment c'est une lecture qui m'a marquée en ce début d'année. Faut que je vous parle maintenant de mon nouveau personnage préféré de ce début d'année.
Et là je suis obligée de vous parler d'un autre roman qui a été un coup de cœur très récemment, puisque j'ai terminé ce roman quand j'étais dans le train pour revenir de Londres. Donc c'est vraiment récent. Et je vais donc vous parler de Only Mostly Devastated de Sophie Gonzalez, donc un roman en VO. Et le personnage dont je vais vous parler, c'est Holly. Donc Holly, c'est le personnage principal de ce roman. On est dans sa tête, hein, c'est le personnage principal que l'on suit. Et en fait, Holly, il a eu une amourette avec un garçon pendant l'été, un garçon qui s'appelle Will. Sauf qu'ils habitent assez loin l'un de l'autre, et du coup, quand l'été prend fin, ils partent chacun de leur côté. Sauf que Holly va devoir venir habiter dans l'état où il a passé son été, tout simplement parce qu'ils doivent se rapprocher avec son père et sa mère de sa tante qui est très malade. Ils vont donc aider sa tante et son oncle à s'occuper des petits cousins, pour être en famille surtout. Et en fait il va s'avérer que du coup Holly va se retrouver dans le même lycée que Will, sauf que Will, il assume pas trop d'avoir eu cette relation avec Holly pendant l'été, et du coup il le ghost un peu, hein. Voilà, il ne le voit pas, il ne veut pas parler avec lui. C'est très particulier, c'est un garçon qui est basketteur, qui est très bien vu au lycée, qui est très populaire, et du coup il n'a pas du tout envie que l'on sache qu'il a eu une relation avec Holly pendant l'été. Et on part sur un postulat qui est assez classique, mais j'ai trouvé que la façon dont était traitée l'histoire, notamment les thématiques, puisqu'on parle de deuil, on parle d'homosexualité, on parle de coming out, on parle aussi de harcèlement dans ce roman, et je trouvais que c'était très bien fait. J'ai trouvé que c'était un roman qui avait réussi à me transmettre des émotions. J'ai trouvé les relations construites entre les personnages très très belles. J'ai adoré Holly, et en un sens j'ai beaucoup aimé Will aussi. Vraiment j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce roman. Ça m'arrive très peu en romance, donc foncez, vraiment. Je vous le recommande, et surtout je vous le recommande en VO puisqu'il est vraiment très accessible. Maintenant il faut que je vous parle de mon nouveau crush littéraire. Alors pour moi, nouveau personnage préféré, nouveau crush, on est un peu sur la même vibe, dans l'idée du book boyfriend, ou de la book girlfriend d'ailleurs. En fait je vais vous parler d'un personnage d'une saga de SF que j'ai commencé cette année. Il s'agit de La couleur des nébuleuses de Amandine Peter. J'ai acheté le tome 2, faut que je le lise bientôt, parce que j'ai vraiment bien aimé ce tome 1. Et notamment j'ai beaucoup aimé le personnage de Storm dans ce tome. Storm qui est le capitaine d'un vaisseau spatial, et on va suivre du coup son équipage. On suit notamment une fille qui s'appelle Annie, qui était une grande fidèle de la religion qui existe dans cet univers. Et en fait le temple dans lequel elle vivait a été démoli. Elle est la seule survivante. Elle va être en fait récupérée par l'équipage de ce vaisseau spatial, et donc par Storm en particulier, pour être amenée quelque part, on ne sait pas trop où au début. Et en fait Storm, c'est un personnage qui est assez mystérieux, qui finalement est pas très très content d'avoir cette fille à son bord. Mais bon, il s'y plie, et au final en fait on commence à comprendre sa psychologie, un petit peu le passé qu'il a, la relation qu'il a nouée avec les gens de son équipage aussi. C'était vraiment bien fait. J'ai trouvé que la relation qui se nouait entre Annie et Storm était très belle. C'est un personnage qui m'a beaucoup plu, et honnêtement, alors pour lui mais aussi pour le reste, je vous recommande ce livre. C'est vraiment un très bon space opéra, et si vous aimez ce genre là, je pense que celui-là peut totalement vous plaire. Ensuite on passe au livre qui m'a fait pleurer. Alors reposons les bases. Déjà pour commencer, je ne pleure jamais dans mes livres. Là il faut le dire à un moment donné, c'est en fait. Donc je n'ai pas pleuré dans mes lectures depuis le début de l'année 2022, mais pour autant il y a quand même un livre qui fait partie de mes 5 coups de cœur, qui m'a beaucoup touchée, et honnêtement j'étais pas très loin non plus. Il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc le Chant d'Achille, je pense que beaucoup de personnes en fait le mettent dans cette catégorie, puisque beaucoup de personnes pleurent en lisant ce livre. Bon, je n'ai pas pleuré, mais j'avoue que je comprends le potentiel de larmes qu'il peut avoir. Voilà. On est du coup sur une réécriture du mythe d'Achille, mais du point de vue de Patrocle, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, et c'est pour ça que moi il m'a beaucoup touchée. Je trouvais que Patrocle était un personnage extrêmement bien travaillé, en tout cas par Madeline Miller. On a des thématiques qui sont mises au jour, qui sont pas forcément toujours vues de ce point de vue là quand on regarde le mythe d'Achille. On a toute la partie en fait de la guerre de Troie qui a aussi étudié en fait par le prisme du regard de Patrocle. On a toute la construction de leur relation. C'est une magnifique histoire, très sincèrement j'ai vraiment adoré. Honnêtement je pense qu'il a même surpassé Circé pour moi, sachant que Circé j'avais déjà adoré. Donc voilà, là j'attends de pied ferme les autres romans de Madeline Miller. Vraiment je pense que c'est une autrice qui
mérite totalement son succès parce qu'elle écrit des choses vraiment magnifiques. Elle a un talent vraiment pour reprendre tout ce qui est mythologie, tous ces mythes. C'est dingue, vraiment ce qu'elle fait c'est vraiment dingue. Donc je vous encourage vraiment à le lire. Alors je sais que le Chant d'Achille on en parle beaucoup, qu'il est assez hypé en fait sur les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup se disent un livre à pleurer et puis voilà. Honnêtement c'est plus que ça, pour moi c'est vraiment plus que ça. La preuve, je n'ai pas pleuré et pourtant j'ai adoré. Voilà, on est vraiment sur un récit très fort avec oui des choses tristes, évident, avec le mythe d'Achille. Si vous connaissez un minimum le mythe d'Achille, vous savez comment ça se termine. Donc globalement je pense que vous pouvez deviner la fin du roman. Mais franchement j'ai trouvé que c'était une très très belle réécriture, avec des partis pris très intéressants, notamment du point de vue des femmes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté un autre livre juste après qui s'appelle Le silence des vaincus de Pat Barker je crois, qui évoque encore une fois c'est la guerre de Troie mais du point de vue féminin. Donc là j'ai hâte de voir ça, et c'est vrai que ça m'a donné envie d'en découvrir plus sur cette guerre de Troie et sur les réinterprétations qu'on peut avoir à l'heure actuelle dans notre société. Ensuite il faut que je vous parle du livre qui m'a rendue le plus heureuse en ce début d'année. Et là, je suis obligée de sortir Becky Chambers. Évident, l'évidence même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu L'espace d'un an de Becky Chambers cette année. Et comment dire ? Révélation. Je vous l'ai dit, j'avais lu Apprendre aussi par bonheur, qui est juste ici. Je l'avais lu l'année dernière, au mois de juillet d'ailleurs. Et j'avais déjà beaucoup aimé cette petite histoire qui nous permettait d'avoir un panel de personnages, une diversité de personnages vraiment, vraiment impressionnante. Dans l'espace d'un an, on retrouve ça, cette diversité dans les personnages, cette diversité dans les cultures, dans les peuplades que l'on peut rencontrer, même dans les idées que Becky Chambers peut avoir. Sauf que c'est en 450 pages, c'est un concentré, c'est un condensé, c'est juste magistral. Et honnêtement je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour lire Becky Chambers, parce que sincèrement c'est juste une révélation monumentale. Je pèse mes mots. Ce livre m'a touchée, notamment une scène que j'ai trouvée d'une bienveillance, d'une gentillesse, c'était plein de bonnes vibes en fait. On parle souvent de Becky Chambers en parlant de SF positive. Souvent en SF on a tendance à avoir du post-apo, on a de la dystopie, des choses qui sont apparentées en fait à des aspects négatifs. Et en fait avec Becky Chambers elle renverse totalement la tendance, elle nous pond un space opéra. En soi il y a des choses qui se passent, des choses un peu plus violentes, un peu plus tristes, mais en fait la globalité est tellement positive que ça donne le smile. Mais vraiment je vous promets, c'est une grosse révélation pour moi. Honnêtement j'ai adoré les liens qui se tissent entre les personnages, j'ai adoré même les personnages en eux-mêmes, ils sont porteurs d'une diversité de physique, de psychologie, de mentalité, de culture, de tout ce que vous voulez, qui est juste impressionnante, et que Becky Chambers traite avec tellement mais tellement de bienveillance, c'est magistral. Très honnêtement, j'ai rarement lu quelque chose comme ça, et là je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, puisque je crois que c'est une série en peut-être 4 tomes. Moi j'ai le tome 2 et le tome 3, en sachant que ce sont 2 livres compagnons. Je ne vais pas retrouver les personnages de ce roman, mais rien que de retrouver l'ambiance et le talent de Becky Chambers, j'ai hâte. D'où le fait que j'ai très envie de lire Un psaume pour les recyclés sauvages quand il va sortir, parce que très honnêtement c'est de la bombe, c'est vraiment de la bombe. Je vais bien me permettre de vous faire un petit résumé quand même, j'allais le reposer sans vous résumer un petit peu l'histoire. Et en même temps c'est difficile à résumer, on est à bord d'un vaisseau spatial comme pour La couleur des nébuleuses, d'ailleurs je les ai lus l'un à la suite de l'autre et ça m'a beaucoup perturbée. Mais du coup on est sur un vaisseau spatial, mais ce vaisseau spatial a une particularité, il s'agit d'un tunnelier, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, et leur rôle du coup c'est de créer des tunnels dans l'espace pour passer d'un point A à un point B beaucoup plus éloigné. Et du coup cet équipage a le devoir de faire ces tunnels, ils vont être engagés pour faire un tunnel en particulier, mais dans une zone qui est politiquement un peu compliquée d'accès. Donc on va voir pas mal de choses qui vont être évoquées là-dedans. On a le personnage principal, même si en fait il y en a plusieurs, mais le premier qu'on rencontre c'est Rosemary. C'est une jeune fille qui vivait sur Mars, qui est issue d'une famille très riche, mais en fait quand elle a appris qu'en fait toute sa famille c'était des voleurs, des malfrats, elle a décidé de tout plaquer, elle s'est construit une nouvelle identité et elle a foncé dans l'espace pour atterrir sur un vaisseau. Donc c'est une fille qui a un passé assez mystérieux et en même temps qui est génialissime, c'est un personnage que j'ai absolument adoré. Et puis à côté de ça, du coup, on va découvrir tous les membres de l'équipage qui, comme je vous l'ai dit, sont vraiment porteurs d'une diversité juste incroyable.
Je vous en dis pas plus parce que vraiment je pense que ça se découvre petit à petit, mais pépite. Plus que 2 questions. Là je dois vous parler du livre le plus beau que j'ai lu depuis le début de l'année. Alors je me suis posé la question, plus beau esthétiquement, plus beau dans l'histoire, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait un peu un mix des deux et je vous parle du dernier livre qui m'a le plus enchantée en ce début d'année, ce fameux 5e coup de cœur. C'est un livre jeunesse illustré et il s'agit de Mémoire de la forêt, le premier tome, de Michael Brun-Arnaud, qui est sous le doux nom de The Fox Storyteller sur Instagram et qui n'est nul autre que le fondateur de la librairie Le Renard Doré à Paris, que vous connaissez très certainement. Donc ce roman, c'est juste une pépite de douceur, de thématiques extrêmement intéressantes et abordées de façon extrêmement pertinente. On aborde notamment la maladie d'Alzheimer dans ce roman, qui est abordée sous le nom de maladie de l'oubli-tout dans les livres, puisqu'on est clairement sur un gros anthropomorphisme, hein, voilà, dans ce roman. Du coup, il y a des termes qui sont un petit peu remaniés si vous voulez. On a aussi la thématique du deuil. Et en fait, c'est tout simplement un renard et une taupe qui sont amis. Le renard est libraire d'ailleurs. Il a une librairie dans un grand arbre. Et ils vont partir tous les deux en quête de quelque chose que vous découvrirez. Et on va suivre en fait tout leur périple à travers cette grande forêt. Ils vont découvrir plein de personnes et ils vont chercher quelqu'un en fait. Et c'est tout ce que je peux vous en dire, mais c'est juste une pépite de douceur. C'est beau, c'est poignant, c'est bien écrit. Les illustrations sont juste magnifiques. Donc c'est en ça que je trouve qu'il est beau à la fois esthétiquement et dans l'histoire. Je peux que vous le recommander, vraiment et c'est à lire à la fois quand on est jeune puisque c'est un livre jeunesse, mais pour les adultes c'est tout à fait pertinent aussi. Foncez, réellement foncez. Enfin je vais vous parler du livre que je compte lire avant la fin de l'année. Nulle surprise ici puisque j'en ai parlé au début de la vidéo, je vous parle du tome 3 de Brodo Limited de Malika Ferjouk. Donc il fait partie de ce fameux challenge que je me suis imposé à moi-même de lire 3 livres particuliers cette année, Le Chant d'Achille, Nevermore 3 et Brodo Limited 3. Donc bah quoi de mieux que de me le mettre dans cette catégorie là, comme ça je le lis pour de vrai. Et à la fois je suis tellement perdue avec cette histoire, c'est-à-dire que j'ai lu le tome 1 en 2018, le tome 2 en 2018. Ça fait 4 ans et honnêtement je ne sais pas si je me souviens vraiment de l'histoire. Je me souviens de l'histoire mais pas des personnages. Remettons un petit peu l'église au milieu du village, je ne me souviens pas très bien des personnages. Il y en a beaucoup, vraiment une multitude de personnages, une multitude d'histoires un petit peu secondaires. Ça va être compliqué, mais j'ai bon espoir. Il fait 600 pages, ça va être compliqué. Mais je me suis dit que je le lisais cette année. De toute façon, plus je le lis dans longtemps, et plus j'aurai de difficultés à me retrouver dans l'histoire et les personnages. Et puis si ça ne passe vraiment pas, je relirai le tome 1 et le tome 2. Quelle horreur, j'avais tellement adoré, je pense que ça devrait pouvoir se faire. Voilà, mais en tout cas, j'y crois, j'ai bon espoir, je vais le lire en cette fin d'année. Je crois que c'est tout pour ce tag, je pense que c'est déjà une vidéo assez longue que je vous ai pondue là. Du coup moi je vais retourner à mes petites lectures. Vous l'avez constaté vraiment cette année pour le moment c'est juste un plaisir. Donc eh bien, j'espère que ça continuera comme ça évidemment, j'espère que je vais continuer à m'éclater dans ma lecture, à découvrir des auteurs de dingue, des livres de dingue. C'est tout ce que je me souhaite, honnêtement, et c'est tout ce que je vous souhaite à vous également. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé ce début d'année pour vous, si c'était un peu la cata, ou plutôt comme moi, juste génialissime. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, ou si certains vous tentent. Et puis bah, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!